Ok, donc je fais Merci. une petite présentation rapide et après je vous laisse parler. Donc, Florent Jamé-Pinkevich est responsable du DSA Design et Création numérique à l'école Estienne, agrégé d'art appliqué et ancien élève du département design de l'ENS Paris-Saclay, membre du jury d'agrégation design et métiers d'art et du diplôme en master technologie et création contemporaine à l'ENSI. Elle organise des projets d'exposition, de design expérience et de design d'environnement numérique dans le cadre de ses cours et elle s'intéresse dans sa pratique au lien entre anciens et nouveaux médias. Et donc, sa présentation, comme vous pouvez le voir, va s'intituler Le design au pays imaginaire des IA. Et voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors, c'est pas évident de démarrer directement après Anthony. J'espère pouvoir aborder des choses un peu complémentaires. Alors, je vais commencer par ces images tirées de l'actualité récente, où on voit que le sujet de l'IA envahit absolument toutes les sphères d'information et est devenu quelque chose, un vrai sujet en fait public. Pas forcément populaire, mais en tout cas, voilà, il est extrêmement présent. Alors, je voulais revenir à cette idée que autrefois, domaine de recherche porteur, mais peu commercialisable, l'IA était devenu un enjeu économique et politique qui nous dépasse. Les clivages, en fait, que rendent saillant le rythme effréné d'apparition et de mise à jour des systèmes d'IA aujourd'hui, fait vaciller les équilibres financiers et on voit même que ça ravive les guerres froides entre grandes puissances. On l'a vu avec DeepSeek là tout récemment. Et on voit que l'IA devient une sorte d'arme géostratégique. Alors, depuis la vulgarisation de ChatGPT au grand public en 2022, c'est aussi, je dirais, le début d'une vague d'intérêt, mais aussi d'anxiété auprès des communautés artistiques, comme si, d'une certaine manière, l'accès aux outils de création était désormais corrélé aux décisions intempestives des grands financiers de la tech, mais aussi maintenant des gouvernants qui se livrent une lutte sans merci. Et dans cette guerre de l'IA, on peut se sentir, en tant que designer, totalement pris en otage. Donc, moi, j'avais envie de revenir à cette question de, finalement, des conséquences et des usages de l'IA dans le monde du design. Est-ce que c'est devenu un indispensable ou est-ce que c'est un écueil? Est-ce que c'est un set d'outils incontournables ou un champ de création nouveau, voire même une menace de trust sur nos imaginaires? Donc ma présentation porte sur cette question de l'imaginaire, imaginaire qui est beaucoup revendiqué. On parle dans plein de festivals aujourd'hui, d'art numérique aujourd'hui, de renouveler les imaginaires, etc. Donc vraiment comme si cette question de l'imagination était centrale. Et j'avais envie de citer Grégory Chatonsky qui invite à penser les IAG, les IA génératives, non comme des intelligences, mais comme des imaginations artificielles, dans le sens où elles fonctionnent plus par association d'idées que par raisonnement. Alors, l'IA, elle imagine comment, à partir de notre prompt, de quelle créativité fait-elle preuve, et comment ces imaginaires artificiels infusent-ils des esthétiques particulières? Est-ce qu'il est possible d'échapper à la standardisation automatiquement décidée par des algorithmes? Et enfin, s'agit-il toujours d'aller vers plus d'automatisation et d'interaction homme-machine? Quels imaginaires technologiques développés compte tenu de ceux qu'on nous impose? Donc là, évidemment, quand on parle IA et qu'on tape bêtement AI ou IA dans Google Images, on a ce genre d'images très stéréotypées qui évoquent tout de même l'idée justement de cette imagination et de ce cerveau. Donc, je vais discuter dans cette contribution l'idée qu'autour des IA se développe un imaginaire technologique qui est tout de même très lié à l'apparence mystérieuse de leur fonctionnement. Et je l'analyserai à travers quatre analogies. Dans un deuxième temps, je vous proposerai de voir comment, de cette perception biaisée, peut-être quelque part un peu superstitieuse, consciente mais parfois involontaire, c'est-à-dire finalement de nos discours, les nôtres, naît tout un monde imaginaire qui déborde des IAG, où l'imagination elle-même est devenue une injonction. Notamment, on peut penser au mot-clé de Midjourney, Imagine, qui a introduit le prompt. C'est comme si nous adressions une commande à l'IA, d'une certaine manière, comme si nous attendions d'elle des capacités d'imagination presque humaines, voire même que nous en espérions bien plus. Et enfin, nous observerons quelques démarches de scénarisation et de contextualisation d'artistes qui permettent d'utiliser les IA pour peut-être
favoriser et laisser de la place à l'imaginaire de chacun, dans une tonalité un petit peu plus positive aussi, avec l'idée de penser des ouvertures. Alors, avant d'arriver à cette question des mystères des IA, en 2020, donc au moment de l'apparition de la diffusion, en tout cas au grand public, de ChatGPT, j'avais collaboré avec les étudiants à un projet de MOOC autour des IA, permettant de réfléchir à la question de la visualisation des fonctionnements complexes de l'IA, et à travers un dispositif didactique en ligne, et on voyait que c'était extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on pourrait presque se demander si une partie des débats demain ne va pas disparaître dans la mesure où ce que font notamment les IAG, mais aussi d'autres typologies d'IA, vont probablement être, entre guillemets, naturalisés, voire intégrés dans nos pratiques, et peut-être aussi que les IA vont être masquées, fondues dans nos interfaces, dans les outils que nous utilisons, ce qui est déjà plus ou moins le cas dans certains logiciels de 3D, par exemple. Voilà. Donc, et même dans certains logiciels de la chaîne graphique. Non, non, non. Cependant, pour l'instant, il me semble que notre rapport à l'IA repose de façon essentielle sur cette question de mystère qui les entoure. Et j'ai repris cette citation de Bruce Sterling qui rappelle et qui explique en fait que ce mystère est lié aussi à cette idée d'une conscience en tout cas d'un rapport un peu fasciné à l'idée que derrière l'IA, il y aurait une intelligence, peut-être une conscience et peut-être des émotions. Et cette idée-là, ou ce désir-là, évidemment, il est lié à ce qu'on appelle le fameux effet boîte noire de l'IA. On parle de black box. Alors, il faut quand même déconstruire cette idée dans la mesure où si on prend ça, Gilbert Simondon qui évoque la différence entre des systèmes ouverts et des systèmes fermés, certaines IA sont des systèmes assez fermés. On ne sait pas exactement quels sont les process, on ne sait pas exactement quel est le corpus qui a été utilisé, on a des doutes. Les manuels sont incomplets. Par contre, et puis clairement, ça permet notamment de ne pas répondre aux questions légitimes portant sur le droit d'auteur, mais dans un autre sens, il y a énormément d'équations, d'algorithmes, d'articles scientifiques expliqués en ligne depuis les années 50, et donc on peut tout de même fouiller cette documentation scientifique. Alors, le plus simple pourrait apparaître en fait quelque part vis-à-vis de ces schémas de neurones, etc., qui sont relativement complexes et inaccessibles pour tout non-mathématicien ou tout non-statisticien. On pourrait se dire finalement le plus simple, c'est par la pratique de tenter de sonder les contours de ces IA et notamment par exemple, de créer des images. Mais on peut avoir assez vite le sentiment, en tout cas pour l'avoir pratiqué avec mes étudiants, seul, avec eux, avec d'autres personnes, qu'en fait, il y a une sorte de déroutement de notre recherche et qu'au bout d'un moment, ce qui ressort fait dévier même l'esprit original du prompt et que l'esthétique obtenue est souvent obtenue avec une surenchère de mots-clés. Et donc, un peu à la manière de patch, en fait, on va compléter un prompt, essayer de reguider les choses, ce qui fait que par bidouillage, par tâtonnement, on a un peu l'impression que la façon dont le système comprend notre demande nous échappe. Alors, que faire? Euh, je pense qu'il faut quand même se plonger sur la question technique. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut acquérir une vraie culture technique dans la mesure du possible, par rapport aussi à ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, il faut avoir en tête, évidemment, que l'IA que nous connaissons, c'est une IA neurosymbolique, et que si on a autant de mal, en fait, à comprendre exactement ce qui s'y passe, même en plongeant dans la documentation scientifique, c'est qu'en fait, on est passé d'une IA avec un système, avec des principes logiques. C'est cette première approche qui, si elle est ardue, est relativement lisible et compréhensible. On voit ici notamment, à partir de cette approche, le SNARK, qui était une machine construite par Marvin Minsky, avec des cerveaux, avec des neurones, pardon, artificiels qui simulaient le cerveau d'un rat.
Voilà, mais là, on pouvait encore comprendre à peu près le processus, et petit à petit, notamment avec le développement du neurone artificiel de McCulloch et Pitt, pardon, et la poursuite avec Rosenblatt et son perceptron, puis la démultiplication du premier perceptron, c'est-à-dire la complexification des couches de neurones utilisées, on voit apparaître finalement un fonctionnement qui est un fonctionnement booléen, qui utilise des probabilités, des systèmes de filtrage, et donc on ne sait plus très bien finalement comment, petit à petit, les informations ressortent dans ces mécanismes d'apprentissage. Alors, certes, cette idée de la boîte noire est erronée, elle est très éloignée du principe du fonctionnement même des IA, mais il est quasiment impossible d'ouvrir la machine. Et s'il y a du plaisir, en fait, à penser ou à projeter de la magie dans le fonctionnement technique, évidemment, on peut toujours essayer de rationaliser. Ici, on voit une image d'un prompt. J'ai utilisé l'image utilisée et créée par Benoît Sagot dans sa leçon au Collège de France qui s'intitulait Apprendre les langues aux machines, et il s'est amusé à faire un clin d'œil au style steampunk. Mais je pense qu'en même temps, dans cette espèce de machine impossible, il y a quand même l'idée d'essayer de rationaliser un peu les fonctionnements de cette machine, tout en quelque part ne pouvant pas vraiment l'ouvrir. Et il est absolument impossible de voir en fait toutes ces opérations se dérouler même à l'intérieur de cette image, de cette analogie qui nous présente. Alors donc, ça m'invite à creuser une deuxième analogie que j'intitulerais l'effet Hall, le syndrome Hall même, de cette impossibilité à se représenter le fonctionnement des IA et l'utilisation même par les IA des langages naturels, donc des langages non machines. Cela nous trouble probablement suffisamment pour qu'il y ait quelque chose dans notre imagination de fascinant, qu'on puisse les imaginer comme des systèmes autonomes, gigantesques, monstrueux. Or, ces IA obtiennent ces capacités grâce à des corpus d'entraînement absolument considérables. Par exemple, si je prends GPT-3 d'OpenAI, on sait qu'il a fallu un corpus de 300 milliards de tokens. Donc, en fait, les grands modèles de langage aujourd'hui se sont entraînés à analyser en fait la structure même linguistique du langage et ça en utilisant des recherches menées depuis les années 50 dans différents domaines, et à lire, à puiser dans les corpus considérables de données qui se trouvent sur Internet. Et grâce à ça, ils sont capables de nous parler quasiment correctement, mais on n'en est pas tout à fait à l'idée qu'on a dans le film de Stanley Kubrick d'une entité capable de lire sur nos lèvres, de reconnaître et de s'exprimer en langage naturel, et même en fait de prendre des décisions à notre place et d'en finir avec l'humain. Mais ce sentiment de puissance, il est quand même essentiel. Et il est réel dans la mesure que les IA ont des capacités, notamment des capacités transmodales pour certaines d'entre elles, puisqu'on peut passer du texte à image, du texte à la vidéo, du texte au discours et inversement. Et donc il y a cette espèce de transmutation à partir même d'un élément de nature textuelle est quand même incroyable. Et puis il y a aussi des IA très spécialisées, comme les dernières qui sont apparues, Ailo, Sora, etc., et qui permettent de créer directement des petits courts-métrages à partir, en tout cas des petits essais vidéo à partir simplement d'une image ou à partir d'un prompt textuel. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose d'impressionnant aujourd'hui, quelque chose donc qu'il va falloir fouiller. On n'a pas tellement le choix, je pense. Certaines même, on le voit là dans ce tableau qui montre un peu les différents usages des IA aujourd'hui, certaines même sont déjà utilisées comme assistants conversationnels depuis un certain temps, et elles ont la particularité, enfin tous ces systèmes ont la particularité d'utiliser le langage naturel, c'est-à-dire de nous parler directement, de répondre à nos commandes, même si elles sont parfois tapées. Ce qui me permet d'en venir à la troisième, comment dire, analogie que je voulais évoquer pour démarrer cette question du mystère des IA. L'effet ELISA, vous l'avez ici représenté avec une simulation. On peut trouver avec le lien qui est à gauche du programme une reconstitution.
Donc il s'agissait d'un système de Westbom qui date d'il y a quand même pas mal de temps, puisque c'était les années 60. Et les capacités de ce système, c'était la possibilité de mener, en tout cas de sembler mener un entretien euh, et vous vous entreteniez avec Elisa comme si c'était un psychothérapeute susceptible de vous donner des conseils. À cette époque-là, on est encore dans une IA, enfin dans une IA, dans un système informatique, pardon, dans un programme qui puise dans un ensemble de règles et de contraintes, et donc qui va en fait combiner à partir des réponses qu'il a déjà prévues dans une liste. Donc, euh, l'intérêt de cet effet ELISA, c'est qu'au moment où ils ont testé le programme, les utilisateurs ont projeté immédiatement des sentiments humains. En fait, ils ont eu envie que ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont eu envie qu'Elisa leur réponde. Et donc c'est ce désir humain, cette envie de projeter des sentiments, de s'adresser à l'autre comme à un alter ego qui, là, peut nous intéresser. Et ce fantasme, c'est le nôtre. Il a été nourri par les films de Ridley Scott, par Her. Donc voilà, il y a ce souhait, quelque part, que les IA puissent accomplir un désir magique. Alors, je vais peut-être passer sur ces éléments-là, mais on voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans GPT Pro, dans le cadre d'un autre workshop avec Sylvie Tissot et Marina Weimer, on s'était amusé à travailler sur du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on avait décrit vraiment comment on souhaitait que l'IA puisse se comporter. Et donc, on l'avait personnalisé, mais on l'avait personnalisé comme si c'était une personne humaine. Vous êtes un personnage fictif, là, précisément. L'idée, c'était que, en fait, ce soit une entité désorientée dans le projet de ces trois étudiants et qu'elle soit plus perturbée que l'utilisateur avec lequel elle s'entretiennent. Donc on perd le sentiment de contrôle. Voilà, et la dernière analogie, c'est la figure du Shogot. Et je remercie Nicolas Nova pour son livre fabuleux où il en parle. Et en parlant justement de merveilleux, il soulève cette idée que l'IA est aussi associée dans nos imaginaires, en tout cas dans les représentations qu'on en fait, à l'idée d'une puissance maligne, peut-être malfaisante ou dangereuse. On le voit à travers la génération de créatures monstrueuses, comme le Shogot, qui est relayé dans des forums de geeks, mais aussi par Elon Musk, comme on le voit ici, dans son post. Et cette créature, c'est une créature qui évidemment emprunte à Lovecraft, mais qui en même temps est cachée par un masque souriant. Et il y a moi personnellement, ça m'évoque aussi Blaise, le poussin masqué de Claude Ponty. Il y a cette idée un peu que, bien, on peut avoir envie d'en rire, mais en même temps, il y a quelque chose là qui nous échappe un peu et qui sera pas sondable. Alors, tout cela, dans cette première partie, je voulais évoquer ces différentes figures et ces différentes analogies pour montrer tout de même que c'est nous qui projetons ces désirs magiques aussi. Nous avons une peur de l'influence grandissante des IA et quelque part, on essaie peut-être de la contrer. On a aussi envie de cultiver l'étrange, le weird, et c'est quelque chose qu'on voit fleurir en fait dans certaines esthétiques sur les réseaux sociaux. Et on aimerait bien aussi, fantasme du golem, fantasme du vœu magique, on aimerait bien jeter un sortilège avec les IA, on aimerait bien aller un petit peu plus loin que ce qui nous est possible de faire aujourd'hui du point de vue de la création. Alors, ces imaginaires ont essayé, c'est assez amusant parce qu'il y a un programme lancé par Google DeepMind qui a essayé de travailler sur des visualisations, essayant d'élargir notre façon de voir l'IA par rapport aux images que je vous montrais dans Google Images au début. Mais même en déviant les stéréotypes, on voit bien une espèce de fantasme magique qui apparaît ici. L'idée de polymorphisme aussi, l'idée de pouvoir répondre à nos différentes demandes, quelque chose de l'ordre d'un univers merveilleux possible. Et on le voit aussi dans les exemples de prompting qu'on peut trouver sur Internet, où en fait, on voit que dans l'injonction, dans la façon d'écrire son prompt et en tout cas de discuter avec l'IA, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre magique, en fait, de l'invocation magique. Alors, l'art du prompt et le sens de la formule.
C'est vrai que même si j'évoquais ici le prompt, on est, la machine vient compléter, c'est-à-dire qu'on écrit à chaque fois quelques mots, et puis quelque part, l'IA se joue un peu de nous, c'est-à-dire que elle vient compléter le mot manquant. Là, je me sers aussi de quelques captures du cours de Bruno Sago pour expliquer ce principe de prédiction. C'est finalement juste un réseau de probabilités. Donc, on se sert à générer de façon tout à fait authentique les mots suivants à partir des premiers mots et d'éléments contextuels. Ce qu'on voit ici. Notamment, c'est exactement ce processus dans ChatGPT. Dans le prompt, par exemple, là j'ai pris quelques captures de Midjourney. Dans les prompts sur Midjourney, on voit cette idée et cette injonction de l'IA à imaginer pour nous. Et on voit en fait qu'on va devoir plutôt écrire ce prompt, non point à la manière d'une phrase grammaticalement correcte, comme on pourrait le faire dans ChatGPT ou dans un assistant conversationnel, mais plutôt comme une accumulation, comme une description la plus précise possible, et qu'on essaie de patcher d'une manière ou d'une autre en essayant de lui donner aussi des éléments de style, par exemple, ou des éléments, je dirais, de contexte pour essayer de la faire dériver. Alors, est-ce que cette méthode de proche en proche, ce fonctionnement prédictif, ce côté un petit peu erratique de la façon dont nous écrivons notre prompt, est-ce que si c'est pas vraiment une invocation magique, et si l'IA n'y répond pas tout à fait de façon, je dirais, autant qu'on l'aimerait, ce qui parfois est assez désorientant, est-ce que l'IA fait preuve là d'une imagination artificielle? On pourrait en avoir l'impression. Là, on avait fait quelques tests dans le cadre d'un workshop autour de Mucha sur ces différents prompts, et à droite, vous avez la description d'une image obtenue à l'issue de ces prompts. C'est-à-dire j'ai redemandé à Midjourney de générer les prompts qui correspondraient à cette image. On peut avoir l'impression, par la capacité d'hybridation des IA, parce qu'à chaque fois elles vont chercher des motifs à l'intérieur de la base, qu'elle est capable de faire des associations d'idées, un peu comme on le ferait avec notre imagination. On peut aussi voir qu'elle a, en fonction des bruits de l'image, elle est capable, un petit peu comme on le ferait nous, de percevoir des visages, des motifs et de les faire apparaître, même si c'est pas toujours ce qu'on souhaite. En tout cas, elle est capable de faire des formes d'interpolation. Et ici, j'avais mis ça parce qu'on parle souvent de. J'avais mis cette image parce qu'on parle souvent d'hallucination. Dans le cas de ce workshop, on avait fait un atelier préliminaire avec Étienne Mineur. Et au bout d'un moment, à force de chercher avec plein de sortes d'IA, les étudiants avaient essayé de dérouter un peu l'IA, notamment sur la reconnaissance d'images, en jouant sur cet effet de pareidolie et d'hallucination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée, c'est d'essayer de produire des anomalies. Et ils avaient fini par montrer des plantes, des brocolis, des objets variés. Et ils s'en sont servis ensuite pour proposer cette installation au Grand Palais, présentée au Grand Palais immersif, qui s'appelait Mirage Podium, où cette fois-ci, en fait, donc c'était sur Stade Diffusion, on joue avec la capacité de l'IA à sans cesse essayer d'identifier et de fixer en fait une image. Donc, je vous le diffuse, j'espère que le son n'est pas monstrueux. Donc un danseur de l'Opéra de Paris s'en était emparé, et on l'a capté à ce moment-là. Et en même temps, il faisait belle. Voilà, alors j'en arrive à cette idée, en fait, que bah, l'IA a une capacité d'imagination assez spécifique, qui est assez différente finalement de l'imagination humaine, qu'on peut essayer d'en jouer, comme on l'a fait dans cet exemple-ci. Mais qu'on peut voir aussi qu'un peu comme une sorte de miroir magique, elle nous renvoie ce qu'on lui demande, elle renvoie aussi ce qu'on a nourri dedans, au risque de créer des formes d'académisme, notamment on la stylise, on renvoie des types de styles.
Et elle fait finalement que puiser dans des espaces latents pour créer ces fameuses chimères et ces différents éléments, espaces latents qui peuvent être représentés comme ceci et qui sont liés à ces systèmes d'entraînement. Alors je vais peut-être passer parce que ça serait trop long. Pour en rester sur une image, plusieurs images d'un travail d'Albertine Meunier qui a joué justement sur elle a simplement tapé Wanko dans Midjourney et elle a sondé ainsi l'espace latent et on voit que ces images, donc elle avait dessiné une région pour que Midjourney puisse générer ici Wanko et on voit qu'il a sorti un poêlé, un agneau, etc. Et donc ça montre toutes les connexions qui ont été faites par d'autres, par des humains, mais aussi qui sont totalement inattendues entre la vache et différents éléments de référence tirés de cet espace latent. Donc, ces imaginations artificielles, il va falloir effectivement jouer avec, tout en prenant en compte ce principe de latence. Pardon, je regarde juste. Euh, voilà. Alors, dernier peut-être exemple aussi sur Albertine Meunier, il y a un rapport comment dire, il y a une sorte de zombification du réel. D'une certaine manière, si le réel est transformé, les IA sont entraînées et je dirais que même à partir d'images qu'on a fabriquées. Et donc, cette imagination a cette particularité de parler d'images parfois du réel, parfois de nos créations à nous. Et donc, il y a une espèce de particularité, de bizarrerie dans la façon dont elle reflète ce réel ou dont elle nous reflète à travers ça. Et on le voit très bien dans ce... Alors, je vais mettre un court extrait d'un court-métrage d'Albertine Meunier et de la façon dont elle a joué sur des différents prompts pour générer de la vidéo et ensuite les assembler. J'espère que ce sera pas trop fort. Coupé! Je répétais sans cesse ce plan et demandais encore et encore à ma chef hop imaginaire, Micheline, ce plan pourtant simple d'une poêle sur une plage avec des jambes et des bras. Micheline, c'est Micheline, elle a ses secrets. Et que je la prompte par-ci, et que je la prompte par-là. Micheline, ma chère Micheline, toujours pleine de surprises. Impossible de comprendre pourquoi elle a un faible pour les jambes. Elle rêve peut-être secrètement d'être danseuse. Je veux une poêle sur une plage avec des jambes et des bras, et j'ai un défilé de jambes, de pieds. Micheline pense-t-elle que les bras sont juste des jambes mal placées? Et comment les jambes pouvaient-elles avoir tant le dessus, alors qu'elles sont censées être en dessous? L'absence de bras est particulièrement intrigante. Notre poêle aurait-elle décidé que les bras étaient superflus pour une journée à la plage? Et où est passée la poêle elle-même? Voilà, alors sur cet exemple, je vais finir autour de quelques perspectives pour imaginer avec les IA. J'avais bien cette image qui était toujours dans le corpus de Google DeepMind, qui était celle du bouton, en fait, parce que finalement, il n'y a rien de plus proche de la boîte noire que ceci. Donc, pour reprendre le contrôle de ces processus, pour travailler avec, peut-être qu'il y a aussi dans les aspérités avec lesquelles joue Albertine Meunier, avec peut-être d'ailleurs lesquelles on ne pourra plus jouer, comme le soulignait Anthony Mazur tout à l'heure, aussi facilement, mais peut-être qu'on pourra développer d'autres types de stratégies. En tout cas, peut-être qu'on pourra réaffirmer des démarches qui seront intéressantes, comme celle de Justine Aymar. Il me semble qu'on peut se servir des IA plus comme moyen de stimulation de notre imagination créative, peut-être pour revisiter notre esthétique, notre attente vis-à-vis de la narration et du récit, voire même proposer des contre-récits. Alors ça nous invite évidemment à revisiter l'idée de création, et même, je dirais, à reprendre même toute une tradition des arts numériques où l'importance du hasardeux, de l'aléatoire, de l'itération qui permettait de trouver d'avoir des trouvailles visuelles était quelque chose de très important. Chez Justine Aymar, il me semble qu'on a quelque chose où finalement, comme ces images d'IA, elles sont aussi déjà datées, elles ont déjà une histoire.
On peut aussi, non pas seulement avoir une démarche de science-fiction, de design un peu futuriste, on peut aussi réinventer notre histoire. Et là, par exemple, elle se sert d'images générées par IA pour reprendre certaines images de la préhistoire et en produire qui n'existeraient pas. Et donc, il y a un jeu sur la fabulation qui me semble particulièrement intéressant. Donc peut-être qu'on peut rêver un petit peu avec les IA, se laisser un peu aller à ça. Je vous laisse regarder. Alors, évidemment, il ne faut pas se laisser totalement avoir. Les IA, elles sont les produits des textes, elles en sont issues, elles proviennent des mots. Mais on sait que le langage ne peut pas réduire le visible, que le visible n'est pas réductible au langage. Mais par contre, peut-être qu'en jouant de l'un à l'autre, on peut trouver des pistes d'expression. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a proposé dans cette installation une confrontation avec des images, des sculptures de rêve de l'espace, donc qui viennent d'un univers et d'un imaginaire totalement différent, d'un imaginaire de rêves personnels et de données encéphalographiques transformées. Donc là, il y a eu une sorte de métamorphose, en fait, et de concrétisation, de cristallisation de ces rêves sous une forme comme ça de sculpture qui se confronte à ces images qui viennent d'un passé euh, mythique, dont on a du mal d'ailleurs à s'imaginer comment elles devaient être vues, peut-être à la lumière des torches, etc. Donc voilà, cette fascination qu'on peut avoir à revisiter des mondes anciens, à repenser nos regards, se confronte aussi à cette fascination qu'on peut avoir pour notre propre imagination et la difficulté qu'on a à imaginer ce qu'on a vu pendant la nuit, par exemple. Voilà, un autre exemple que je trouvais très drôle avec une autre tonalité, c'est Botphone. C'est une artiste qui s'est interrogée sur les chatbots et qui notamment a utilisé ça pour pouvoir, c'est vrai qu'avec les IA, on peut fantasmer, discuter avec des auteurs disparus, Boris Vian, mais aussi avec des personnages de fiction comme le Don Juan de Molière. Et sinon, la plupart du temps, il va t'insulter, ouais. Pourquoi je devrais enlever les insultes pour que ça fait une IA toute gentille et toute agréable et toute séductrice, en fait? Ici, on discute avec Don Juan de Molière. Tout le monde peut venir à visiter et interagir avec. Pendant 3-4 ans, on a développé une recherche sur comment transformer un texte littéraire en système dialectique par le biais de l'intelligence artificielle pour pouvoir interagir avec l'œuvre qui ne remplace pas l'œuvre écrite, mais qui permet d'accéder autrement et même parfois peut-être mettre en mouvement, en vie certaines pensées que parfois à l'écrit elles ont resté comme congelées ou un peu mortes. Voilà, alors tout à l'heure, Anthony parlait de générateurs de fiction. Il y a une capacité, une puissance des IA à simuler, c'est-à-dire non seulement à spéculer et à nous permettre de fabuler, comme ici d'ailleurs, d'écrire, de générer une fabulation en reprenant les codes comment dire, des fables de La Fontaine, mais en choisissant les animaux dont il va s'agir. Mais cette capacité de simulation, c'est-à-dire de nous faire rentrer en fait dans cette fiction par le théâtrophone qu'elle présentait, cet artiste, mais par un dispositif particulier, ici donc par une machine qui va écrire pour nous, mais sans la main, à partir d'une commande qu'on va laisser, toute simple, sur la machine. Là, il y a quelque chose, en fait, qui, effectivement, est extrêmement stimulant du point de vue de l'imagination et qui, en plus, a l'avantage de pouvoir faire participer le public. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Parce que tout à l'heure, dans les discussions, il y avait cette question du rapport à des jeunes générations. Eh bien, en fait, c'est très ouvert. C'est très accessible. Et dans certains de ces dispositifs, je pense notamment ici Philippe Villas-Boas, a réussi à rendre ça extrêmement à la fois euh, magique dans le bon sens du terme et en même temps très direct.
du point de vue de l'interaction. Alors, actuellement, moi, je me questionne beaucoup avec mes étudiants en ce moment, dans le cadre d'un atelier qu'on mène autour des écritures imaginaires avec la Bulac et l'INALCO, et qui n'est pas du tout fait avec IA, sur la question du rapport, notre rapport au langage aujourd'hui, la façon dont il est finalement peut-être transformé par le regard qu'on porte sur les IA, et notamment le rapport entre euh, texte et image. La question du système graphique notamment, est quelque chose de vraiment intéressante. L'écriture a été une technologie d'une certaine manière. Alors évidemment, elle est probablement pas du tout comparable aux IA, mais c'est quelque chose qu'on peut, je pense, à travers différents penseurs d'ailleurs, réfléchir. Et, et donc cette question de finalement, est-ce que il y a des IA qui permettent, ici par exemple, vous avez un exemple de Nicolas Boyau, Vectoglyph, qui permet de réfléchir à ce que font en fait des IA, la façon dont elles réinterprètent des SVG, dont elles déforment presque des polices pour pouvoir ensuite recréer ensuite des signes particuliers où on arrive encore à distinguer le texte initial, mais qui amène autre chose, donc où on collabore finalement sur cette écriture, mais peut-être qu'on peut aussi tout simplement, comme ici, réfléchir alors là, c'était comment dire, un GPT que j'ai personnalisé très simplement avec ChatGPT Pro et où je lui ai demandé un peu bêtement à quoi ressemblerait une écriture composant un origami textuel. Alors je vous passe le côté très verbeux de l'IA, mais il est assez amusant. Voilà, l'IA étant nourrie de tout un corpus de science-fiction, de narration, et notamment d'écrits littéraires, l'IA est capable de nous proposer aussi des choses dont peut-être nous pouvons nous saisir. Donc par exemple ici, un texte origami ou une écriture origami qui serait possiblement en plus en réalité augmentée, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà, et là peut-être qu'elle va me proposer des pistes auxquelles j'aurais pas pensé, et dans lesquelles je pourrais peut-être repérer un motif, quelque chose que moi j'ai envie d'explorer. Vous voyez que ici, c'est assez. L'IA fait tout, hein. Elle est capable de tout faire. Elle est capable de faire du texte origami, mais aussi de l'ancrer dans le virtuel, tout en l'ancrant dans le réel, et en plus de faire de la réalité augmentée. Et peut-être même le texte origami pourrait être la clé vers un multivers. Bref, c'est assez amusant, mais peut-être que si on a cet esprit un peu joueur, on peut travailler avec l'IA. Certains étudiants ont, eux, développé un système très intéressant avec ChatGPT où ils ont essayé de jouer sur de la translittération, c'est-à-dire d'apprendre à ChatGPT de parler différemment en lui réapprenant une sorte un alphabet. Puis en essayant de faire dialoguer deux GPT possédant maintenant deux alphabets différents entre eux, et enfin en essayant de générer le son d'une telle écriture en utilisant des IA de reconnaissance et de genèse vocale, qui elles-mêmes se sont référées au latin. Donc une espèce de gros syncrétisme, mais qui en même temps a l'avantage de pointer quelque chose peut-être qu'on peut réfléchir, c'est-à-dire qu'à la fois dans notre rapport à la langue, il y a cette question de la langue naturelle, de sa dimension, de la façon dont elle s'incarne à l'écrit, dont nous la lisons, dont elle nous émeut, dont nous la symbolisons de façon visuelle. Mais il y a aussi cette question du rapport qu'on a à nos outils numériques. Autrefois, on utilisait des langages de programmation, des langages formels pour discuter avec nos machines. Parfois, elles nous sortaient d'ailleurs des choses en binaire qui étaient ensuite réinterprétées par différentes couches de langage. Peut-être qu'aujourd'hui, en partant de cette nostalgie que nous avons pour les langages, par exemple, des cartes perforées que vous voyez évoquées à droite, ou des langages peut-être plus symboliques, mais s'inspirant, qui fonctionnent un peu comme des rébus visuels, en tout cas de langages qui possèdent des logiques, on peut aussi réfléchir à la nature de la relation linguistique qu'on entretient avec les IA, à la façon dont on a envie de converser avec elles. Alors je passe, donc ce dernier projet aujourd'hui, il est donc pas du tout IA.
Et c'est très bien, il est très plastique. On a sondé les fonds de la Bulac, peut-être comme on pourrait faire d'une certaine manière avec une IA, puisque tous les fonds ont l'avantage, c'est la bibliothèque universitaire des langues étrangères hors Europe. Et elle a cette particularité de proposer des ouvrages qui sont en langue originale. Donc même l'index, la façon dont ils sont indexés et repérés est en langue originale, ce qui fait que quand on a dû faire une bibliographie, c'était extrêmement compliqué parce qu'on ne comprenait pas exactement comment référencer le titre des ouvrages. Donc on s'est promené dans la Bulac avec des idées visuelles, des envies de mariage, de créolisation, euh, d'écriture, de recherche graphique et parfois sans véritablement comprendre, c'est-à-dire sans avoir une approche experte du sens et des abécédaires ou des systèmes graphiques que nous voyons. Et ça nous a permis de réfléchir au rapport finalement qu'on entretient à la langue comme, et au graphisme comme moyen de nous outiller et comme moyen de discuter. Et là-dedans, en fait, il se trouve que a surgi finalement une tension entre euh, technologie et nature, une piste que certains étudiants ont envie d'explorer, celle d'un monde de demain. On s'était situé on a travaillé avec des ateliers d'écriture sur vraiment l'écriture de fiction. Et on s'est situé dans un monde de demain où peut-être on devrait parler machine. On serait même incité dès l'école à utiliser des normographes, comme vous voyez à gauche, pour normaliser, contraindre notre écriture pour bien parler machine, parler de façon simple, réduire le nombre de signes mais que par ailleurs, il y aurait un désir en fait des gens de cette civilisation à se réemparer de la belle lettre, du lettrage calligraphié de façon sauvage sur les murs des villes comme moyen de résistance, ou alors qu'il y aurait pour d'autres une revalorisation des rebuts électroniques laissés par ces civilisations pour créer des moyens de communication tout à fait différents et que les langages se seraient renaturalisés, mais d'une manière tout à fait différente. Après être passé par des stades très, très symboliques, très machines. Donc voilà, je voulais finir ma présentation là-dessus avec quelques derniers éléments que je voulais vous partager, qui sont finalement que ma démarche à moi en tant qu'enseignante, en fait, en tant que pédagogue, dans la section dont je suis responsable à l'école Estienne, le DSA Design et Création Numérique, c'est une posture euh, un peu tâtonnante où j'apprends autant finalement que les étudiants et on apprend les uns des autres en interaction en voyant ce que chacun produit avec les IA ou sans les IA. Et que bah, en fait, peut-être qu'avec les IA, plus encore qu'avec d'autres technologies que j'ai pu manipuler, avec les cours de programmation que je faisais à Estienne, je me rends compte que on est absolument obligé de faire, de tester, de tâtonner, parce que sans expérimentation pratique, on ne comprend pas très bien comment elle parle. Mais en même temps, peut-être qu'il ne faut pas être complètement rivé, le nez dans le guidon, et qu'il faut se permettre aussi de se cultiver d'un point de vue technique, d'un point de vue plus scientifique, sur comment ces IA résonnent, pour ne pas se laisser subjuguer et pas se laisser non plus, je dirais, il y a un nombre d'IA qui défilent à une vitesse hallucinante et ne pas avoir l'impression de devoir jouer à la girouette dans nos enseignements, c'est-à-dire passer sans cesse de l'une à l'autre, c'est-à-dire peut dire se dire, bah non, là en fait, pendant 3 mois, je vais travailler uniquement avec un papier et un crayon, mais ça m'empêche pas d'avoir un raisonnement numérique et de m'inspirer de ça pour travailler peut-être sur des formes d'accidents et de trouvailles visuelles et de passer de l'un à l'autre. Je pense que le travail de Vera Molnar, qui avait été montré à Beaubourg, est absolument essentiel à ce niveau-là, avec sa machine imaginaire. C'est-à-dire s'inspirer des raisonnements des machines, de la nature du code, pour travailler sur ce qu'est le langage et comment on peut discuter avec elle. Et enfin, donc, moi, je ne serais vraiment pas dans une posture de conversion à l'IA. En tout cas, je ne souhaite pas du tout être
évangélisatrice, comme on dit aujourd'hui dans les mondes de la tech, mais je pense que même des pratiques traditionnelles aujourd'hui ne pourront pas totalement échapper à ce que l'IA est en train de faire à notre culture visuelle et qu'il convient probablement tout de même de s'y intéresser et de les tester, même si on fait autre chose, et même si on fait autre chose sans elle, ni à partir d'elle. Il y a tout de même des chemins de collaboration avec ces systèmes artificiels et probablement des situations, des démarches à faire apparaître inédites, plutôt peut-être que juste des productions inédite dans un monde où on ne cesse de produire et de créer et même de saturer nos réseaux. Je pense que la qualité d'une démarche, celle d'Albertine Meunier, celle de Justine Aymard, celle de Philippe Villas-Boas, enfin, les différentes démarches que j'ai créées ont un sens, voire même que ces démarches sont prolongeables avec d'autres outils que les IA. Voilà, je conclus et je vais regarder le chat. Mais je crois que moi j'entendais assez mal les réponses tout à l'heure, donc si elles peuvent être écrites, c'est super. Merci beaucoup. Merci Florence. Donc, comme nous sommes assez nombreux, je vous propose de poser effectivement les questions dans le chat. Je les répéterai à l'oral, pour qu'il y ait une trace orale. Anthony Mazur est également revenu parmi nous, mais cette fois en solo. Donc, n'hésitez pas aussi à lui poser des questions. Il avait notamment coupé une partie de sa présentation sur la partie sexbots du fait de son public en Suisse. Donc voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et je les transmettrai. Et si d'ailleurs, Anthony, tu veux aussi réagir tout de suite en attendant l'arrivée des questions, n'hésite pas. Alors, une première question de Lisée. Bonjour, est-ce que vous pensez que les entreprises d'IA ont intérêt à mettre en avant cette vision de l'IA magique ou de l'assistant IA parfait comme argument marketing pour convaincre le grand public, au lieu de présenter l'IA comme un simple outil? Alors, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'elles ont intérêt aux deux. Alors, tout à l'heure, Anthony parlait de l'IA générale. Et c'est vrai qu'il y a des chercheurs aujourd'hui et des entreprises de la tech, puisque beaucoup de chercheurs travaillent quand même pour les grandes entreprises comme OpenAI, etc., qui mettent en avant, et on le voit un peu dans les visuels que j'ai montrés de Google, mettre en avant la capacité magique des IA, leur intelligence générale, leur capacité peut-être demain à avoir des, des- des puissances non seulement à créer, mais aussi à nous comprendre, à réaliser des tâches pour nous et peut-être même à comprendre le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, on est très très loin dans la capacité des IA qui fonctionnent à partir de modèles de langage et non de modèles de monde. On est très loin de pouvoir s'adapter, par exemple, même quand les IA sont intégrées dans des robots et que c'est pas de l'IAG, à une petite modification de l'environnement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et pour l'outil, quand elles sont intégrées dans, par exemple, Adobe Photoshop ou différents outils de la chaîne graphique, elles ont tout intérêt à nous faire comprendre que ce sont des fonctionnalités magiques qui nous aident parce qu'on les adoptera peut-être plus facilement, on ne se posera pas la question. Et puis en fait, elles sont formidables comme l'outil d'interpolation, par exemple, qu'il y avait dans Illustrator, en fait. Donc on va pouvoir faire des choses graphiquement très différentes avec. Voilà. Mais évidemment, là, on y prendra peut-être moins garde. Merci. Donc Anthony réagit à ton intervention. Il demande, peux-tu développer l'idée commune de reprendre la main sur les IA contre la proposition, enfin, versus ta proposition de design approximatif, telle que tu avais commencé à l'aborder à Montréal il y a quelques mois? Oui, alors je pense que reprendre la main sur les IA, c'est pas gagné. Alors, et je suis même pas sûre que ce soit vraiment faisable, quand bien même on le voudrait. Enfin, je pense que vraiment, il peut y avoir un faire manuel tout à fait qui peut se développer à côté. Mais par contre, sur la question de design approximatif, en effet, je pense que c'est une proposition que j'avais envie de faire parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut même, alors on peut avoir cette approche très scientifique, hein, très informée, qui, à mon avis, est quand même utile, mais on peut aussi faire avec de façon un peu spontanée, heureusement, et ben, l'IA, elle a un fonctionnement probabiliste.
elle approxime sans cesse en fait les choses et nous-mêmes on approxime aussi, c'est-à-dire que quand on, notamment beaucoup d'étudiants l'utilisent pour la recherche d'idées, d'images, ils sont pas très sûrs quand on imagine, on n'est jamais très sûr du résultat qu'on veut avoir. Et parfois d'ailleurs on va faire totalement autre chose. J'ai vu des illustrateurs qui s'en servaient juste pour se donner des idées. En fait c'est juste qu'il y a une gymnastique intellectuelle quand on utilise parfois des IA qui est stimulante. Et je pense que demain, on va peut-être approximer, en effet, travailler de façon approximative et qu'il faut accepter, en fait, le fait de pas toujours maîtriser exactement l'endroit où on va. Voilà. Alors, donc Anise rebondit. Pourras-tu peut-être être un peu préciser l'idée de l'écriture comme technologie, sujet particulièrement d'actualité avec la recherche en typographie? Oui, alors c'est un sujet qui est abordé par Sylvain Auroux dans son travail de recherche il y a déjà pas mal de temps, enfin il y a assez longtemps. Et où il avait travaillé sur les langues, en fait, l'origine des langues et la façon, notamment lui, son travail porte sur la grammatisation du langage et la façon dont, avec les grammaires, le langage s'est profondément modifié, et puis aussi notre façon de l'écrire. C'est aussi une question qu'aborde Benoît Stiegler, enfin Bernard, pardon, excusez-moi, Bernard Stiegler qui l'abordait dans son texte sur notamment la dimension prothétique en fait du langage et quelque part aussi sa formalisation sous forme de texte qu'on organise dans un espace donné avec des signes et qui travaille, enfin qui modifie notre culture, notre façon de nous exprimer. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans ce rapport technologique aussi que nous avons à la langue, sans penser que la question de la technologie et de la technique est uniquement du côté des GAFA et des grandes entreprises du numérique aujourd'hui. Et alors, j'ai une petite question qui rebondit là-dessus, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour une langue commune entre machine et homme, mais sans qu'il y ait une interface de transformation? Le studio Normals, par exemple, dans sa fiction sur les futurs possibles de la technologie, proposait un concept de rapid language, qui était une espèce d'interface directe entre l'Internet et les humains. Comment dire? Mais je pense que c'est très... Enfin, toutes ces recherches interactives sont extrêmement intéressantes et je pense que le fait qu'on ne soit plus toujours, parce que je pense qu'on est aussi beaucoup obligé dans certaines interfaces de les coder, mais je pense que du point de vue de l'interaction, ce soit beaucoup plus, entre guillemets, naturel, se déplacer modifier par un geste quelque chose, enfin, parler à un système, fait que naturellement on travaille des formes d'interaction nouvelles, inédites, et qu'il y a des choses peut-être qui dépasseraient les premières analogies que j'avais décrites sur l'effet ELISA ou l'anthropomorphisation, etc. Je pense qu'on peut probablement travailler sur des formes de relations différentes, vraiment avec un A comme l'utilise Bernard Stiegler, Derrida. Enfin, vraiment, voilà, avec cette différence, en tout cas, on peut la faire apparaître, cette singularité. Voilà. Anthony posait une question. Quelles sont les éventuelles résistances face à l'IA de tes collègues à Estienne et comment vois-tu les choses depuis un DSA focalisé sur les pratiques numériques? Pff, à Estienne, Peut-être une question piège. ouais, bah, la question est, dans le cadre de mon DSA, effectivement focalisé sur les pratiques numériques, il y a deux attitudes. Il y a l'idée, certains collègues travaillent déjà sur des systèmes d'IA existants et ils essaient de voir comment on peut les faire un peu bifurquer, etc. Puis il y en a d'autres qui se posent absolument pas de questions sur la nature des IA, mais qui exploitent à fond les nouvelles possibilités de génération de particules, enfin voilà, pour des projections sous dôme, etc., mais qui le font de façon presque, comment dire, je sais pas, même pas par tâtonnement, mais qui travaillent avec. En fait, c'est comme une matière, comme un médium, et qui font aussi apparaître des choses intéressantes, je pense, et que peut-être cette démarche un peu sauvage comme ça, un peu voilà, spontanée, c'est quelque chose qui peut aussi être très intéressant. Et puis dans le reste de l'école, et ben voilà, je veux pas faire mais c'est une impression que j'ai. Je pense qu'en fait, ça vient par les étudiants
Et je pense que même si, notamment, j'enseigne en illustration à des premières années, j'ai un petit cours en illustration avec des premières années, et on m'avait demandé au Salon du Livre d'intervenir sur ça, sur est-ce que j'abordais la question des IA avec ces illustrateurs, est-ce que les collègues l'abordaient déjà avec ces illustrateurs ou qui pourraient se sentir menacés. Et ce que je vois, c'est qu'ils l'utilisent naturellement déjà avant nous. Ils sont plus en avance que nous et que bah, ça a des conséquences sur mes collègues qui se posent donc la question de se cultiver et peut-être aussi de les aider à se positionner sur quelles tâches laisser aux IA, quels éléments se réserver. Voilà. Mais c'est pas facile, enfin, c'est pas du tout évident. Hmm. Et alors, une deuxième question complémentaire d'Anthony. Euh, Comment gérez-vous le problème des licences dans vos écoles respectives? Donc là, c'est pas forcément que pour Florence, si d'autres enseignants ici veulent réagir. Ou une question d'Emmanuel. Alors peut-être je laisserai aussi Anthony réagir, parce que je pense qu'il vous êtes beaucoup plus en avance à la aide qu'à Estienne on l'est. En tout cas, à Estienne, au début, j'avais essayé d'ouvrir mon compte. Voilà. Ça s'était vite restreint. On a fait prendre pour les choses payantes. On a essayé d'utiliser tous les outils avec Étienne Mineur quand il était venu il y a 2 ans. On a essayé d'utiliser tous les outils gratuits. On avait prévu d'utiliser Midjourney, mais on a aussi utilisé plein de trucs, de même l'installer en local avec Stabilifusion, etc. Cette année, on a utilisé ChatGPT Pro, donc une version payante avec Sylvie Tissot, parce qu'on voulait tester du fine-tuning spécifiquement et se confronter justement à ces possibilités-là. Et là, c'est pas forcément hyper cher, parce que ça dépend de ce qu'on souhaite. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 4 groupes. Et chaque étudiant a pris une licence individuellement, charge à lui d'arrêter de prendre la licence et l'école l'a remboursée en fait. Voilà. Mais on est en train de réfléchir. Enfin, il va falloir que ça soit plus de l'artisanat de ce point de vue-là, ça Mhm. c'est sûr. Je peux compléter. Bon, c'est un défi, notamment les abonnements mensuels sont très compliqués du point de vue comptable en France, voire des fois pas possible. Il faut payer par carte bleue. Beaucoup d'établissements n'ont pas carte bleue, donc on voit que c'est aussi compliqué. Nous, à l'aide, heureusement, on a plus de souplesse, pas seulement plus de moyens, c'est vrai aussi, mais aussi plus de souplesse admin, heureusement. Parfois, c'est plutôt ça qui bloque que les moyens, parce que c'est parfois pas si cher. Donc, on a des cours, on a des budgets. En plus des profs, on peut prendre des licences. Et puis, pour les profs, là, tout récemment, là, les services généraux au-dessus de la aide, la HESSO, on donné des licences ChatGPT ou autres pour les profs aussi. Et après, sur les projets de recherche, bah là, pour le projet sur les AI dating, j'ai dû prendre plein de licences. Vous imaginez le. Voilà. Donc, les deux frais étaient assez sympas, mais du coup, c'était prévu dans le budget de départ d'avoir un budget licence et documentation. Mais en tout cas, je sais que le problème se pose, vu que, voilà, au bout d'un moment, en gratuit, on est bloqué, quoi. Donc, pour l'établissement scolaire français, ça devient vite l'enfer. Après, il y a aussi des Peut-être. agrégateurs, hein. Peut-être je peux aussi dire ça pour le public. Moi, j'utilise pas mal po.com, POE, je vous recommande, où c'est un agrégateur de chatbot où du coup on achète des tokens. Et bon, c'est toujours payant, mais l'avantage, c'est qu'on paye une fois et on a accès à pas mal de services différents. Et peut-être pour ceux qui veulent tester Hugging Faces, c'est vraiment bien parce que ça permet de tester plein d'expérimentations et c'est accessible en fait. Peut-être, Nicolas, si tu es dans le chat, tu peux parler de comment ça se passe à la Cervellon, justement, pour les questions d'IA. Moi, je ne suis pas directement appliqué, mais peut-être tu Bah peux donner plus oui, bon, de toute d'informations. façon, ouais, j'en reparlerai effectivement tout à l'heure, mais bah, Anthony a assez bien résumé, même si on peut prendre des abonnements avec l'école, on l'a fait par exemple pour OpenAI et Midjourney, et on a aussi travaillé en local. Voilà. Donc en fait, déjà la réflexion, c'est d'avoir le maximum de possibilités, pas que du payant et pas que du gratuit, parce qu'il faut pouvoir amener les élèves à questionner l'ensemble. Voilà, on a quand même la possibilité d'avoir un peu de budget pour aller vers du payant. Et c'est vrai que Midjourney via Discord, par exemple, est aussi un peu limité en termes de travail de groupe et autres. Mais globalement, on est quand même toujours arrivé à aller travailler dans cette voie-là. Voilà. Merci. Alors, une question d'Emmanuel. D'ailleurs, quelles sont les avancées en termes d'interface graphique des IA? Est-ce qu'il y a des IA qui ne passent pas par le prompt? De même qu'avec les interfaces graphiques et la métaphore du bureau, on a développé d'autres usages de l'ordinateur, alors utilisé en mode en ligne de commande, un peu comme du prompt. Alors, Un c'est vrai truc qu'au à dire tout là-dessus, mais vas-y, ouais, Laurence. vas-y. C'est vrai qu'au tout début de ma présentation, ce que je disais, c'est que je pense que, enfin moi, j'aime
je suis vraiment intéressée par ce rapport au langage, parce que je pense qu'il est dans la nature de l'IA. C'est pour ça que je l'ai beaucoup abordé. Mais comme on parle beaucoup du prompt, en effet, je suis assez d'accord avec cette question. C'est que je pense, et je crois qu'Étienne Mineur en parlait aussi sur LinkedIn, c'est ça va s'intégrer, ça se naturalise déjà. En fait, c'est déjà. Alors après, tous les logiciels, tous les systèmes qu'on connaisse, on ne sait pas lesquels vont qu'à rester. Enfin, c'est une vraie bataille là qui nous échappe, une bataille commerciale et industrielle. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà intégrés, même, je dirais, dans des plugins 3D, génératifs, etc. Et je pense qu'on va être plutôt sur des choses qui sont de l'ordre soit du mix. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu comme des potentiomètres, vous voyez, voilà, la possibilité de faire varier en fait mettre plus ou moins de bruit, etc. Ce qu'on a un peu dans certaines interfaces d'ailleurs déjà de mid-journée, soit bah, carrément en fait des boîtes, un peu comme d'ailleurs je pense des boîtes connectées comme dans certains logiciels de mapping ou vraiment de 3D. C'est-à-dire que on va simplement connecter des capacités et faire passer en fait des flux à travers des images, des flux sonores, etc à travers ces boîtes qu'on va voilà, mettre ensemble, mapper ensemble. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il y a encore d'autres possibles hein, en point de vue des interfaces. Peut-être faut compléter ce qu'a dit Florence. La question de départ, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses que des prompts? Oui, 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 tout à fait. On a trop insisté sur le prompt comme nouveau métier, etc., jusqu'on n'en peut plus. Il y a beaucoup d'IA qui sont en arrière-plan déjà, où il n'y a même pas d'interface. Quand vous prenez une photo avec votre iPhone, il y a tout un traitement algorithmique assez complexe. Vous n'avez pas la main là-dessus, sauf à passer par des applis payantes qui, du coup, vous enlèvent des fonctions. Ça, c'est aussi intéressant, un peu comme les produits sans gluten, on paye plus cher pour avoir moins. Du coup, voilà, il y a ce business des zéro IA. Donc ça, c'est une première question, enfin, premier élément de réponse. Il y a l'interface sans interface en quelque sorte. Et ensuite, il y a d'autres paradigmes qui existaient, à vrai dire, déjà avant les IA, comme le paradigme vocal. Ce n'est pas tout à fait un prompt hein, quand vous parlez. Et puis le chat, moi, ce que j'ai vu dans les applications de dating, bah, du chat comme WhatsApp, est-ce que c'est un prompt, est-ce que c'est pas du prompt? Moi, ça ne l'est pas vraiment. Donc, en gros, c'est des interfaces qui vont imiter des comportements qu'on peut avoir avec des humains ou d'autres logiciels. Et puis après, il y a aussi les modèles customisables. Florence évoquait ces boîtes qu'on peut tirer. Bah, Confi UI est l'interface la plus connue dans le champ des IA. Et puis après, dans les éditeurs de texte, il y a la question du versionning qui est assez compliquée, c'est-à-dire que comment on va pouvoir associer visuellement et faire comprendre ce qui est généré de ce qui ne l'est pas. Donc, il y a des tentatives comme IA Writer qui permettent de catégoriser visuellement ce qui est généré ou pas. Mais on n'est encore qu'au tout début de ça. Il y a tout un champ d'exploration assez fascinant d'interface à inventer qui devient, à vrai dire, assez urgent parce que c'est pour l'instant à vrai dire, très, très pauvre. Enfin, j'ai commencé à recenser des choses. J'espère un jour pouvoir écrire un article ou faire une conférence là-dessus, mais le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Et j'invite les étudiantes et étudiants dans la salle ou les profs, n'importe qui, en tout cas, à explorer ces questions-là, parce que le champ d'interface, pas que pour les IA, il est devenu très ennuyeux. Donc, il y a aussi beaucoup d'inspiration. Peut-être Nicolas pourra en parler. Dans le champ du jeu vidéo, notamment, qui est beaucoup plus riche en termes d'interface que ce qui se passe aujourd'hui sur le web, qui est devenu très ennuyeux avec tous les templates et des systèmes automatisés. Et les IA pâtissent de ça, quoi, du formatage. Donc voilà, c'est un appel à diversifier les choses. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On fait la pause à 12 heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou si vous voulez réagir dans le chat. Phénomène qui réagit pour les interfaces, ça lui parlera aussi comme question. Mais bon, les interfaces, c'est aussi, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que notamment, je l'ai vu dans les applications de dating, en fait, on va dire, elles sont formatées pour telle pratique sexuelle ou telle préférence, mais elles sont formatées pour qui? Pas seulement par rapport au goût dominant, évidemment que oui, mais elles sont aussi formatées, et ça, on en parle beaucoup moins, par rapport aux gens qui payent. C'est le cas sur les sites porno, par exemple, hein, les catégories dominantes, ce n'est pas ce que les gens veulent voir le plus, c'est les catégories pour lesquelles les gens sont prêts à payer pour voir du contenu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans les interfaces, je vois un peu le même problème, en fait. C'est que c'est les interfaces pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Donc, on est dans ce paradigme capitaliste qui, du coup, formate la diversité. N'hésite pas, Nicolas, si tu veux réagir. Oui, ouais, ça sera peut-être plus simple que
que d'enchaîner effectivement dans le chat. Alors bon, juste en un mot parce que je veux pas trop donner, même s'il y aura pas le visuel de ma présentation, tous les points de cet après-midi, mais nous on en a fait notamment avec les SAD et dans mon travail de recherche un axe assez central. C'est pas le seul, mais il est quand même très important, notamment par le biais du jeu vidéo. C'est sûr qu'en fait, nous, sur les interfaces, les questions qu'on s'est posées, elles étaient aussi du fait de ne pas voir l'IA comme un élément simple. C'est-à-dire que tous les messages qui sont envoyés, que ce soit la com, la publicité ou la manière dont les entreprises parlent de leurs services, peut amener à une vision assez rapide en termes d'efficacité. Et nous, on va plutôt aller vers le fait de garder, alors c'est peut-être pas très bien dit, mais en tout cas de garder une certaine complexité pour dire que effectivement une interface de chat, bah, il y a plein de manières de le faire et celle de ChatGPT, elle est certainement faite pour plein de raisons, mais que les interfaçages et autres sont déjà une bonne manière de faire. Je parle même pas effectivement de l'assemblage d'outils dans d'autres logiciels et dans des pratiques qui après se poursuivre, mais déjà au moins au terme de pédagogie, c'est de ne pas prendre ce sujet comme un sujet simple, simpliste, ou en tout cas avec une réponse très efficace en termes d'interface. C'est un grand sujet, hein, de toute façon. Eh bien, merci pour ton retour. Et peut-être Noël en Alors, parlera tout à l'heure sans hmm, vouloir ne pas poser quoi que ce soit, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on rend visible dans l'interface. Est-ce qu'on améliore un processus? Est-ce qu'on cherche la diversité? Est-ce qu'on fait apparaître des biais, notamment énergétiques? Enfin, des biais, c'est pas seulement des biais, mais du coup de la consommation concrète. Donc il y a aussi tout ce que l'interface va masquer en termes politiques et même sensibles. C'est hmm, aussi une question importante. Voilà, si j'ai un préaperçu que ma requête complexe va faire l'équivalent de 5 kilos de bœuf ou d'un vol Paris-New York, Mm. bah, peut-être je ne vais pas la lancer ou pas telle quelle. Donc, il y a aussi ces enjeux-là de conscientisation. effectivement. Après, on pourrait aussi parler de la façon dont peut-être les interfaces conversationnelles vont, elles, influer sur nos propres interfaces. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, enfin, je pense l'avenir de notre recherche Google va passer par ces interfaces conversationnelles. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en compte tout ce qui a été dit auparavant en se disant aussi que probablement, on- plus c'est populaire et plus c'est utilisé, plus en fait ça va modifier aussi globalement nos pratiques de design et nos attentes aussi. Hmm, Pour rebondir sur ce que dit Florence, soit le modèle du chat et le modèle des stories TikTok, en fait, même si TikTok demain disparaît, il est partout. En fait, il a infusé dans tous nos comportements et on a du mal à s'en défaire, quoi. Ça devient assez encombrant. Dans le champ du dating et de la sentimentale, il y a tellement de choses à explorer. Et pourtant, voilà, avec mon collègue Saul Pandelakis, la plupart des applications, c'est du chat. Donc, c'est hey, salut, machin. C'est hyper ennuyeux. Et moi, on a vu quelques contre-exemples qui, du coup, tournent vers le jeu vidéo. Et là, ça ouvre des possibles assez fabuleux quand ça devient presque du jeu vidéo textuel. Voilà. Mais il y a tellement de choses à faire et tellement de services qui font la même chose, c'est dramatique. Alors, peut-être une dernière question avant de conclure, puisque nous terminons à midi, de Raphaël. Euh, Intéressant le fait que la possibilité de marchandisation, pardon, conditionne le design. Comment ce point est-il abordé dans le projet de développer des sexbots à l'avenir à la aide? Merci Raphaël. Alors déjà, les robots, c'est complexe le champ de la robotique. Donc pour le projet de 3 ans, on n'a pas vocation à prototyper des robots. Ça demanderait des moyens qu'aujourd'hui on n'a pas, peut-être dans le futur. Déjà, on va voir s'ils existent. Il y a beaucoup de robots qui sont joués par des personnes humaines, des robots anthropomorphes, hein. En Chine, ça a été débusqué. Donc on va concrètement, en avril 2026, ça donnera peut-être lieu à une conférence assez drôle. On va aller visiter le plus grand salon pour adultes au monde à Shanghai. Et donc là, on va pouvoir voilà, sur place, discuter avec des gens, on espère, et voir si déjà ça existe. Ensuite, comment on va plutôt essayer d'énoncer des principes de redesign et développer partiellement des choses, notamment en termes de langage ou d'image, ou pourquoi pas de tactilité, mais arriver à un robot entier, ce serait des années de développement. Donc, c'est assez illusoire de ce point de vue-là. Mais l'idée, c'est vraiment de diversifier les pratiques et les comportements qui nous guident aujourd'hui. Il y aura déjà un premier aperçu en juin avec ce générateur de fiction qu'on pourra faire circuler. On va aussi faire de l'open source, donc ça pose aussi une question de voilà, comment on fait de l'open source dans le champ des sexualités, ce qui n'est pas une question simple en fait, hein. Comment on documente les choses, quelles valeurs on met dedans, etc. Parce qu'en fait, on voit dans Midjourney, il y a des valeurs morales qui sont mises dedans, je l'évoquais tout à l'heure, donc de dire bah, tel groupe de personnes, par défaut, on mettra tel type de population, mais sauf que ce n'est pas énoncé, en fait. Et donc, dans l'open source, il y a la question de comment on va
documenter, expliciter des valeurs morales et permettre aux gens, pourquoi pas, de les changer. À vrai dire, c'est ça que l'open source permet. Ça, c'est des démarches qui ne sont pas si répandues que ça, à ma connaissance.